Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur les antennes de la télévision Renaissance dans le cadre de cet entretien avec un groupe des syndicalistes pour aborder les questions des salariés de l'hôtel Radisson Blu de Libreville qui seraient victimes des intimidations, des abus de pouvoir, des licenciements abusifs de la part de leurs employeurs. Je reçois sur ce plateau, bien évidemment, M. Mathieu Mabedi. Il est le secrétaire général du syndicat national des agents des hôtels et palaces. Monsieur Mathieu, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur ce plateau de Renaissance Télévision. Merci. Monsieur Mathieu Mabedi n'est pas seul, il est accompagné de Ngungu Arnaud. Lui, il est le secrétaire chargé de la communication du même syndicat. Monsieur Ngungu, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, d'entrée de jeu, nous donnons la parole, mesdames et messieurs, à monsieur Mathieu Mabedi. Vous êtes, comme je le disais tantôt, secrétaire général du syndicat national des agents des hôtels et palaces, employé, allais-je dire, à l'hôtel Radisson Blu de Libreville. Monsieur Mathieu, qu'est-ce qui se passe réellement avec votre employeur? Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir donné la parole. Avant que nous ne fassions l'entrée des jeux, il faut préciser que vous avez été avec nous lors de notre dernier congrès du 18 septembre. Donc, tout part de là. Tout part de là parce qu'après l'organisation du congrès du 18 septembre, on a commencé par voir l'employeur qui nous a retardé notre entrée de jeu dans nos activités syndicales. Mais puis, plus tard, à partir de décembre, la direction générale a finalement pris acte de notre congrès. Et nous avons inscrit une liste des préoccupations des travailleurs qui ont commencé effectivement à fonctionner. Mais dans l'esprit de notre directeur des ressources humaines, ce n'était pas son ambition, ce n'était pas son intention de nous avoir en face de lui. Puisque avant même qu'on arrive à cette situation, ils avaient déjà manigancé au départ un licenciement pour motif économique avec nos camarades sortants, ceux qu'on a remplacés. Et je crois que c'était au cours d'une rencontre avec monsieur l'inspecteur du travail qu'ils avaient évoqué cette situation où ils avaient appelé ce chômage technique, puisqu'on partait sur la prolongation du chômage technique, ils avaient appelé chômage technique exceptionnel. Bon, je ne sais pas si en législation du travail, le chômage technique a un terme appelé exceptionnel. Ça, c'est peut-être une première partie. Bon, vu un peu notre façon de travailler désormais, puisque nous partions sur le principe de respecter les dispositions réglementaires en vigueur, je crois qu'à un moment donné, notre directeur des ressources humaines ne s'est plus retrouvé. Parce que là, les partenaires qu'il avait en face n'étaient pas dans le jeu où il fallait accepter parfois ses propositions d'achat de conscience. Et nous ne sommes pas rentrés dans son jeu. Et quand il a vu que nous n'étions pas dans son jeu, il a commencé à intégrer maintenant les confédérations pour pouvoir faire totalement son immixtion. La preuve en est, le 5 avril, nous avons été convoqués de toute urgence avec tout le bureau où il nous fait part devant le directeur général que la COSIGA avait écrite pour dire qu'elle ne nous reconnaissait pas comme ses affiliés et qu'elle devait suspendre les rencontres avec nous. Donc vous voyez, la tentative a commencé déjà depuis ce départ. Et nous leur avons dit, mais ce n'était pas normal puisque nous étions une organisation indépendante et nous sommes libres de nos activités. Que la COSIGA nous suspende ou ne nous reconnaisse pas, ce n'est pas le plus important. Mais nous ne sommes pas restés comme ça, nous avons fait un droit de réponse à la COSIGA en disant que nous suspendons notre collaboration avec la COSIGA jusqu'à ce que la COSIGA puisse faire son ménage. Et quand la COSIGA se tiendra tranquille, on verra dans quelle mesure nous allons lever cette suspension. Mais nous avons continué à évoluer. Alors, au cours des dernières rencontres
on a eu un courrier salé qui nous avait été parvenu à la suite des dépôts d'une liste des préoccupations, toujours préoccupations des travailleurs. Et nous sommes restés toujours dans le cadre de la loi parce que ces préoccupations, c'était quoi? C'était le système de rotation qu'on réclame depuis que la Covid est arrivée. Il y a plusieurs salariés aujourd'hui qui n'ont jamais intégré l'entreprise, qui n'ont jamais été appelés à venir travailler. Donc il a catégorisé une liste des travailleurs qu'il faisait travailler et qui étaient même en surcharge de boulot. Ce qui fait que tous ceux qui étaient à la maison, non seulement le fait de rester à la maison, ils ont perdu une partie de leur faculté, mais ceux qui travaillaient ne pouvaient plus supporter le boulot. Mais vous voyez qu'on les fait travailler en surcharge de travail, l'assurance maladie a été supprimée. Donc c'était un élément favori que les travailleurs ont demandé. Il fallait nécessairement que l'assurance maladie soit réintégrée pour qu'ils se sentent vraiment en sécurité. Or, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'assurance maladie est supprimée. Et on a constaté pas mal des éléments qui ont disparu, notamment la CNSS qui n'était plus reversée. Alors, toutes les raisons qui ont été données, c'est l'affaire de Covid. Nous avons dit, mais non, la CNSS, elle est prélevée, c'est une cotisation obligatoire, on nous la prélève. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi la CNSS n'est pas reversée. Et à l'heure actuelle où je vous parle, la CNSS n'est toujours pas payée parce qu'on a des arriérés. Et ça fait 4 trimestres là, on est parti pour 4 trimestres, on est en train de terminer en décembre, ça va faire toute cette année, la CNSS n'a pas encore été payée. Donc les allocations familiales des parents qui attendent souvent n'est pas arrivé. Donc ça, ce n'est qu'une partie qui continue. Mais sauf que lorsqu'on a vu l'immixtion de l'employeur, nous étions obligés de saisir les autorités compétentes pour les interpeller et demander à la direction générale de nous laisser naturellement exercer nos missions syndicales. Autorités compétentes? Les autorités compétentes, notamment la Direction générale du travail, via l'inspection du travail. Et à côté de cela, on a mis des employateurs, le B2, la DGDI, la DGA. Pourquoi ces employateurs étaient-ils impliqués? Tout simplement parce qu'il y a des petits organismes qui gèrent un peu les problèmes sociaux dans ces institutions. Et puis, comme par ricochet, parce qu'il faut bien le préciser ici, nous sommes dans un établissement de diplomatie. C'est un hôtel international où on reçoit les hôtes de la République. Donc, je crois que les services spéciaux également sont là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de climat délétère dans l'entreprise. Donc, je crois que malgré tous les rappels à l'ordre qui ont été faits, on a interpellé le ministre de la République, Madame Madeleine Berg, qui est ministre du Travail, pour une demande d'intervention pour la prochaine tentative où on est suspendu des rencontres avec la direction générale sous prétexte qu'il y a eu des collègues qui auraient organisé un congrès. Et vous voyez un peu le congrès organisé le 7 mai, du 7 au 8 mai. Alors, c'est après nous demander de leur transmettre nos documents administratifs et juridiques qu'ils obtiennent notre récépissé pour aller faire une entrée de jeu au niveau de la mairie pour introduire un enregistrement à travers notre numéro de récépissé. Chose qu'on n'a jamais vue, parce qu'ils ont changé la dénomination. Comment les travailleurs peuvent faire un congrès juste pour changer la dénomination du nom, alors qu'ils savent qu'il y a un bureau qui exerce avec ce syndicat qui est déjà là. Et on avait compris qu'il y avait tout un jeu qui était mêlé entre l'employeur et certains travailleurs de l'entreprise. Et à côté de cela, ce congrès, ce prétendu congrès que je suis en train de dénoncer ici, a été en même temps parrainé par la COSIGA. Bon, j'ai demandé à la direction générale, à travers le directeur des ressources humaines, mais la même COSIGA qui est en bicéphalisme, ayant reçu une décision de justice, comment peut-elle organiser un congrès parallèle et que vous puissiez suspendre un syndicat qui est en plein exercice, que vous avez déjà reconnu son entrain de jeu à travers le congrès qu'il a organisé. Donc, le problème se joue là. Nous avons également à nouveau interpellé les autorités de la République. Malgré la suspension, on n'est pas resté comme ça. Et pendant cette suspension, il y avait l'élection des délégués du personnel. Parce que ce qui nous amène ici, et c'est d'ailleurs qui nous amène jusqu'au licenciement ici, c'est l'affaire des délégués du personnel. Le mandat des délégués du personnel, il a pris fin depuis 2020, en juillet 2020. Nous n'avons pas cessé de rappeler la mise en place de ce collège des délégués du personnel. Parce qu'on connaît également la nécessité des délégués du personnel. Mais comme le directeur des ressources humaines voulait avoir des délégués du personnel à sa merci, donc qui seront asservis à ses exigences, il a commencé par nous amener de tour en tour. Oui. La preuve en est. Nous sortons de plusieurs rencontres où nous avons sollicité avoir un protocole d'accord
aucun protocole d'accord n'a été mis en place. Le directeur des ressources humaines a arrêté un calendrier pour la dite organisation des délégués du personnel. Lorsque le calendrier a été arrêté, les heures n'étaient pas convenables pour tout le monde. Nous sommes allés interpeller la direction générale. On a envoyé un courrier à la direction générale d'ailleurs. Mais personne n'a prêté attention. Donc il y avait déjà une intention manifeste à travers la direction générale d'apporter une nuisance dans cette organisation. Et ce qui nous écœure aujourd'hui, c'est de savoir que l'élection des délégués du personnel qui est organisée et que ce sont les syndicats qui doivent présenter les candidats à l'élection des délégués du personnel, nous présentons nos candidats. Je vais vous donner des documents puisque je les ai apportés. Je vais vous donner. Nos premières listes sont présentées avec les effigies de notre syndicat. Plus tard, nous sommes rappelés pour nous dire vous ne devez plus présenter vos candidats avec vos effigies parce que vous êtes suspendus. Nous avons accepté. Nous avons changé, nous avons présenté la liste en qualité de travailleurs. Mais nous sommes surpris de savoir que... Et je crois que c'est faisable. Oui, c'est faisable, effectivement. Non, en principe, ce n'est pas faisable. Parce que nous sommes le syndicat d'entreprise. Quand vous regardez l'arrêté 00147 dans son article 6, ce sont les syndicats qui présentent les listes. Les travailleurs eux-mêmes peuvent se présenter, ceci et seulement s'il n'y a pas de syndicat d'entreprise. Mais nous sommes le syndicat, on a présenté nos candidats. Et je pense que les candidats qu'on avait présentés étaient des travailleurs qui gênaient peut-être la présence du directeur des ressources humaines, plus que dans ses manipulations, dans son trafic d'influence. Il ne voyait plus comment il pouvait occasionner toutes ces manifestations. Donc, il a cherché par tous les moyens de pouvoir nous perturber dans cette élection. Et l'affaire évolue. Nous sommes surpris de voir 4 jours avant l'élection l'apparition de la liste de la COSIGA. La COSIGA présente une liste à l'élection des délégués du personnel. Et il faut rappeler ici qu'à cette élection des délégués du personnel, la date butoir était prévue pour le 15 juillet. Pourquoi ça a été reporté? Ça a été reporté parce qu'on ne s'est toujours pas accordé et parce que la direction générale était mal organisée. Elle a été reportée au 30 juillet. La date du 30 juillet, avant l'élection, 4 jours avant l'élection, on a l'apparition de la liste de la COSIGA. Nous sommes allés interpeller la direction générale. Pourquoi la COSIGA présente une liste des délégués du personnel dans notre entreprise alors que nous avons suspendu notre collaboration avec la COSIGA? Mesdames et messieurs, peut-être vous rappeler qu'au cours de ce plateau spécial, nous allons recevoir en deuxième partie le secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale gabonaise, Jocelyn Lungoma. Il sera sur ce plateau pour apporter des amples explications par rapport à cette problématique qui est abordée sur ce plateau. Alors, Mathieu Mabidi, soyez plus ou moins bref. Oui, en fait, là, je suis en train de vous faire la genèse pour qu'on aille un peu très vite. Et nous envoyons un courrier à la direction générale le 28 juillet pour demander de retirer la liste de la COSIGA à la compétition de notre élection des délégués du personnel. La direction générale n'a pas retiré la liste de la COSIGA. Nous avons saisi toutes les autorités pour leur informer. Nous avons tenu une assemblée générale le 29 juillet où on a interpellé les autorités publiques face à cette immixtion intempestive de la direction générale dans l'action des travailleurs. Le jour de l'élection, le site propre qui s'est créé à travers nous, mais qui n'est même pas créé puisqu'ils n'ont pas de récépissé. Et nous nous rejoignons pour dire qu'on dénonce cette façon de faire. Nous n'irons pas à une élection avec la COSIGA. Donc les travailleurs ont manifesté, tous les travailleurs ont manifesté. Et même d'ailleurs, avant d'arriver le 29, le 30, le 29, le même 29, nous avons eu l'entrée de jeu de la COSIGA. Des émissaires de la COSIGA sont rentrés dans l'entreprise, sans test PCR, qui ont fait le tour de tous les services pour aller battre campagne, demandant de voter la liste qui a été présentée par notre directeur des ressources humaines. Et le 30, ça s'est reconfirmé. Essayez un peu de nous expliquer, est-ce que le directeur des ressources humaines est habilité à présenter une liste? Il n'est pas habilité à présenter une liste. Il n'est pas habilité à présenter une liste. Mais comme en face, les listes qui étaient présentées étaient des personnes qui dérangeaient son fonctionnement, il fallait qu'il trouve des gens derrière qui la manipulaient et s'associer avec la Confédération pour qu'ils mettent en place une liste. Et c'est ce qui a été fait. Le 30, le jour de l'élection,
nous avons également la présence de ces deux émissaires qui étaient là la veille, Bad Campagne, qui sont arrivés. Il s'agit de M. Kumba Kumba, le camarade Kumba Kumba Dieudonné, que tout le monde doit, Jean-Joseph, et le camarade Firmet et Pandjindje, je crois, qui sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils se sont dirigés dans le bureau du directeur des ressources humaines. Et ce sont ceux-là qu'on a appelés clients. Les travailleurs ont refusé de voter le 30. Je crois que j'ai fait un point de presse et puis j'ai pu balancer ça. Nous attendons le lundi, on reçoit des demandes d'explication de la direction générale sous prétexte qu'on avait introduit une personne étrangère. Or, le camarade Paulin qu'on appelle ici personne étrangère était le directeur du dialogue social, ancien secrétaire général du syndicat auquel j'ai remplacé, qui était venu parce que lorsqu'il est allé à la retraite, lui, il n'a pas eu le cocktail. Parce que notre guide des avantages sociaux prévoit que lorsque vous allez à la retraite, vous avez un cocktail qui est organisé à l'honneur pour vous dire au revoir et puis une enveloppe d'1 million. Malheureusement, il n'avait pas eu le cocktail. Mais il a un de ses amis avec qui il était dans l'entreprise qui était parmi ceux qui allaient à la retraite et le cocktail a été organisé à leur honneur. Et il a profité de cette occasion pour venir l'accompagner et le féliciter. Alors, ce qui s'est passé dans l'entreprise, nous n'étant pas au courant, on nous fait comprendre que c'est nous qui l'avons introduit dans l'entreprise et que c'était une personne étrangère. Et donc, par la suite, qu'est-ce qui la demande d'explication, et quelques temps après, on est notifié d'entretien préalable par un huissier de justice. Et quand vous regardez les entretiens préalables, la notification est antidatée. Elle date de l'an 2020, avec le nom de M. Jérôme Guéneur, le directeur général de JAS, sorti, parti depuis longtemps, en même temps, M. Loïc Foucault. Nous nous sommes présentés à l'entretien préalable, nous avons fait constater. Et à cet entretien préalable, l'entretien préalable se déroule comment? On a la présence de l'assistant DRH, de M. le DRH et le directeur général. Or, quand vous regardez l'article 51 qu'ils ont pris pour nous convoquer à l'entretien préalable, l'article 51 est bien clair, dit que lorsque vous êtes convoqué à un entretien préalable, le salarié qui est convoqué vient assister d'un membre de son syndicat ou d'un travailleur de l'entreprise, comme le directeur général peut être représenté ou être assisté d'un salarié de son choix de l'entreprise. Mais là, on passe un entretien préalable avec 3 personnes de leur côté. Nous, on a fait remarquer, on a fait constater ça au cours de l'entretien préalable. On n'est pas resté là. Et le 1er septembre, nous sommes notifiés d'un licenciement, soi-disant toujours pour le même motif, introduction d'une personne étrangère, et qu'il y a eu trouble fait RX dans l'entreprise. À travers l'élection des délégués du personnel, nous avons rappelé au cours de l'entretien préalable, monsieur le directeur général, que le trouble où les travailleurs ont manifesté en entreprise, c'est la faute du directeur des ressources humaines, le fait d'avoir introduit la COSIGA dans l'entreprise. Parce que nous, jusqu'à présent, nous ne comprenions pas pourquoi la COSIGA a présenté une liste des délégués du personnel dans notre entreprise, alors que nous ne sommes plus en phase avec la COSIGA. Monsieur Mathieu Mabedi, je reviendrai vers vous le temps pour moi de donner la parole à Monsieur Arnaud Ngungu, qui est d'ailleurs secrétaire chargé de la communication du syndicat national des agents des hôtels et palaces. Monsieur Arnaud Ngungu, quelle est votre part de vérité par rapport à ce conflit qui vous oppose à votre employeur, l'hôtel Radisson Blu? Je veux d'abord remercier la radio Renaissance de m'avoir invité sur cette plateforme. Et parlant pour le Radisson Blu, la direction générale, je pense que le camarade ici, le président Mabel Mathieu a tout dit, juste apporter seulement une petite éclaircie en disant ceci, que nos collègues et en même temps camarades de l'hôtel Radisson sont menacés par le DRH, je dis bien le DRH. Et le DRH, comment il s'appelle? Le DRH s'appelle Massala Jacques. Massala Jacques, avec son émission qui ne cesse pas, d'introduire dans l'entreprise à travers les travailleurs et les camarades qui sont aussi là-bas. C'était un peu tout ça que je voulais apporter un peu comme. D'accord. Alors, monsieur Mathieu Mabedi, vous aviez été licencié, paraîtrait-il abusivement. Concrètement, est-ce que les procédures ont été respectées par votre employeur pour en arriver là? Et voilà pourquoi je voulais terminer là. Rappelons, les procédures n'ont pas été respectées. La procédure pour les salariés protégés que nous sommes, normalement, elle devait passer premièrement par une mise à pied conservatoire. La mise à pied conservatoire ici, c'est quoi? On vous demande de rester pendant 1 mois, c'est prévu dans les dispositions du Code du travail. Vous avez 1 mois de mise à pied conservatoire, le temps de faire
constater à l'inspecteur et diligenter les enquêtes par l'inspecteur du travail si les motifs pour lesquels nous étions accusés étaient réels, avant de lever notre protection. Parce que la mise à pied conservatoire amène à la préparation soit de la levée de la protection ou de ne pas pouvoir la lever. Or, malheureusement, ils nous licencient avec la protection de la loi. Ça, c'est considéré comme étant un licenciement abusif. Alors, au-delà de ça, nous sommes en chômage technique. Nous sommes en chômage technique. Or, qu'est-ce que dit le chômage? Les éléments du congé disent que le contrat du travail n'a pas son effet. Nous sommes en chômage technique, ils profitent de ce chômage technique pour nous licencier. Ça, également, il faut que l'on relève ça. On a trouvé ça vraiment. Et le licenciement intervient à domicile. Moi, on vient me notifier le licenciement à la maison et c'est la première fois que j'ai observé, je ne savais pas que ça arrivait. Et j'avais envie de poser la question à notre direction générale. Dans la procédure de licenciement, je ne sais pas à quel moment un huissier de justice intervient. Parce que ce n'est pas la première fois, il faut le relever ici, ce n'est pas la première fois. Les salariés protégés au Radisson payent le prix. Ça a toujours été le licenciement. Il y a un groupe de 5 qui ont été licenciés sans avoir demandé l'autorisation à l'inspection du travail. Aujourd'hui, ils font l'objet d'un contentieux au tribunal. Le secrétaire général que j'ai remplacé, c'est parce qu'il a été licencié également abusivement. Donc, on a un monstre qui se trouve dans notre entreprise appelé Jacques Massala, qui est là juste pour ses propres intérêts égoïstes et pas pour les travailleurs. Alors où le président de la République est en train de prôner le plein emploi pour protéger les emplois des travailleurs à travers la crise, monsieur, lui, il est en train de précariser les emplois en procédant à plusieurs licenciements. Je pense qu'entre la politique que le chef de l'État met en place, c'est pour que tout le monde rentre en application. Mais j'ai comme impression qu'il est réfractaire à la politique du chef de l'État et le gouvernement qui l'exige. Et je crois là interpeller le gouvernement de la République pour qu'il le regarde de très près. Disons que l'entreprise Radisson ne se porte pas bien. C'est vrai que les bâtiments sont là, vous voyez que c'est beau, mais l'intérieur, les travailleurs vivent la psychose. Stop. C'est bon? Allez-y. Les travailleurs vivent dans la psychose. Les travailleurs ne sont pas en paix. Vous regardez l'article 3 du Code du travail. Les travailleurs n'ont pas de dignité. Vous allez regarder l'article 8. Il est violé. Jusque-là, on a un propre code éthique qu'ils ont mis en place où ils disent qu'ils respectent la loi. Ils ne respectent aucune loi. Et je pense que le fait de respecter la loi, il y a deux choses. Par exemple, ce que j'allais dire ici. Si le directeur des ressources humaines était compétent en la matière, je pense qu'il ne commettrait pas les bavures qu'il est en train de commettre. Causer des dépenses à l'entreprise, parce que lorsqu'on licencie un salarié abusivement, ça allait dépenser de l'argent au tribunal. Ça, c'est un fait. Ou, monsieur, le directeur des ressources humaines est incompétent. Et comme il a en face de lui des personnes qui maîtrisent certainement son domaine, il est obligé de les pourchasser et les mettre dehors pour ne pas avoir en face de lui des contradictions. Merci, je reviendrai vers vous. Le temps pour moi de redonner la parole à M. Ngungu Arnaud. M. Ngungu Arnaud, vous avez été également licencié abusivement. Quelles sont des voies que vous avez empruntées pour stopper ou bien pour faire des recours à ce licenciement? Le recours qu'on a fait, le recours sur le licenciement qu'on a fait, c'est on a envoyé des documents à la direction du travail, de l'SUR du travail, et c'est à l'inspection du travail plutôt. Et dire que les recours qu'on peut dire que par rapport à ce licenciement abusif, moi, je me dis, comme l'employeur, le mercredi, comme on a eu une réunion avec l'inspecteur du travail, l'employeur a mis une non-réconciliation, c'est qu'il ne veut plus, en fait, l'employeur ne veut plus de nous. Et pour moi, je ne veux plus aller repartir encore là-bas sur le lieu de travail, le Radisson Blu, vu les choses qui se passent là-bas. Mais disons, pour le licenciement abusif, que moi qui suis salarié protégé, j'attire l'attention à Madame le ministre du Travail, de voir un peu ce que font les employeurs au niveau des entreprises au Gabon. C'est tout ce que je pouvais vous apporter comme contribution.
Bien avant, mesdames et messieurs, d'aborder la deuxième partie de ce plateau spécial, je donnerai la parole à monsieur Mabedi pour un mot de la fin. Vous avez été licencié abusivement. Un mot de la fin. Bon, mais merci. Avant que je ne clôture le mot de fin, je voulais également ajouter dans la procédure de licenciement, lorsqu'on a été notifié de notre licenciement, la direction générale ne nous a pas remis nos certificats de travail. Et là, ils ont enfreint à l'article 79 du Code du travail. Le certificat du travail fait exemple de tout problème lorsque vous avez été licencié. C'est la première chose. Mais quand vous avez un directeur des ressources humaines qui maîtrise son travail, je pense qu'il ne devrait pas commettre ce genre de bavure. Et quand vous regardez ce type de licenciement, c'est de l'harcèlement. Il n'a pas voulu que jusque-là, on trouve du travail. Pourtant, on a commencé à trouver du boulot, mais on est coincé parce qu'ils ont bloqué nos certificats de travail. Le représentant de l'employeur qu'ils ont envoyé récemment, plus qu'avant hier, nous étions à l'inspection du travail, est arrivé, ils ont déposé nos dossiers sans avoir déposé les certificats de travail. Donc, je suis en train d'interpeller en même temps Madame le ministre du Travail pour que cette affaire soit vue de très près. Regardez qu'est-ce qui se passe, pourquoi les salariés protégés au Radisson sont vraiment pris à la charge à travers le directeur des ressources humaines. On a quel problème avec. Et puis pour terminer, je dirais merci à la radio Renaissance qui nous a reçus sur son plateau. Téléradio. Téléradio, merci de nous avoir reçus parce que ça n'a pas été chose facile. Le temps de les avoir consultés, c'est des gens qui sont sur le terrain et nous remercions cette radio de nous avoir reçus et avoir passé le message pour que la presse puisse la divulguer. Merci encore. Mesdames et messieurs, nous marquons une pause et nous vous retrouvons dans quelques instants. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau consacré à un groupe des syndicalistes pour aborder des questions des salariés de l'hôtel Radisson Blu de Libreville qui seraient, comme je le disais tantôt, victimes des intimidations, des abus de pouvoir, des licenciements abusifs de la part de leur employeur. En deuxième partie, je reçois Monsieur Jocelyn Luingoma. Il est secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale gabonaise. Il est par ailleurs expert en assistance en relation de travail, formateur des formateurs. Monsieur Jocelyn Luingoma, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et à mes côtés, il y a également Monsieur Yembouli Badi, Hervé. Monsieur, vous êtes les bienvenus sur ce plateau pour aborder la problématique qui a été énoncée. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, monsieur Jocelyn Lungoma, aujourd'hui, le syndicat national des agents des hôtels et palaces est confronté à une situation qui a été dénoncée en première partie par son secrétaire général Mathieu Mabedi. Vous êtes le secrétaire général adjoint 1 de la Confédération syndicale gabonaise. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Bien, merci de me donner une fois encore l'opportunité d'éclairer l'opinion. Comme on le dit toujours, je n'hésite pas à chaque fois de faire de la pédagogie, considérant que nous sommes les précurseurs d'une nouvelle façon de faire du syndicalisme, notamment partir de la revendication ouvrière pour faire dans le réformisme. Alors, il faut quand même rappeler que ce qui se passe au Radisson n'est pas un fait anodin et il n'est pas isolé. Il faut rajouter aussi que les inspecteurs du travail qui ont pour mission de conseiller les partenaires sociaux, notamment les employeurs et les salariés, dans le cadre de la maîtrise des différents outils de droit qui permettent de réguler les relations de travail. Alors, le Radisson a fait de la mauvaise foi depuis le départ parce qu'un congrès a été organisé, normal, que j'ai supervisé, qui a été organisé, qui a été reconnu par la direction générale du Radisson. Chose étonnante, c'est que le Radisson s'est retrouvé en train d'instrumentaliser un conflit, un litige de la Confédération syndicale gabonaise qui n'avait rien à voir avec le Radisson, et ce qui a d'ailleurs amené les jeunes à suspendre
collaboration avec la COSIGA le temps que nous mettons de l'ordre dans notre fonctionnement. Et donc je suis un peu étonné qu'on en arrive à cette situation. Ça veut simplement dire que la direction générale du Radisson Blu avait un agenda précis pour licencier les travailleurs protégés qui maîtrisent les dispositions de la loi mieux qu'eux. Et donc dans leur dessein de licencier les travailleurs sous le prétexte de la Covid, économiquement, il fallait se débarrasser d'un certain nombre de collaborateurs qui maîtrisaient justement tous les aspects du droit pour pouvoir négocier si plan social il y avait, négocier un plan social correctement. Parce qu'il faut préciser que partir en départ volontaire, ce n'est pas avantageux parce qu'avec le plan social, on a au-delà du solde de tout compte et l'indemnité de services rendus, il y a l'indemnité transactionnelle qui est issue de la négociation dans le cadre du plan social. Donc, ce que beaucoup d'employeurs font, c'est le cas de Radisson, ils s'arrangent à licencier abusivement des travailleurs qui ont une certaine expérience qui va leur coûter, en cas de licenciement économique, ils s'arrangent à licencier des employeurs qui ont une expérience avérée avec un coût en termes d'indemnisation pour numériquement remplacer des gens qui n'ont parfois pas la compétence, qui n'ont pas l'expertise nécessaire, parce que ces gens-là, dans le cas du plan social, ils vont leur coûter rien du tout. Donc c'est un peu, et j'interpelle donc dans ces conditions-là, j'interpelle le ministère de tutelle pour être un peu regardant, parce que quand on a des employeurs comme ça, qui manquent d'autorité, qui manquent de respect, qui défient l'autorité de l'État, mais c'est parce que simplement on a des fonctionnaires de la République qui cautionnent, moyennant finance, un certain nombre de comportements pour faire désavouer leur administration, leur administration opérationnelle. Je parle des inspecteurs du travail. Il y en a des bons, parce que moi-même, mon mentor, c'est un inspecteur du travail aujourd'hui. Le bagage que j'ai, je le dois à un inspecteur du travail. Malheureusement, il y en a quelques-uns parmi eux, heureusement minoritaires, qui sèment un peu la confusion et discréditent un peu le corps de métier. Et je conseillerais à la tutelle de créer un corps de métier qui pourrait faire du contrôle des inspecteurs du travail. C'est-à-dire que la contre-expertise des décisions qui sont prises par ces inspecteurs du travail-là. Oui, Monsieur Jocelyn Ngoman, je rappelle que vous êtes expert en assistance en relation de travail et vous conviendrez avec nous sur ce plateau que les salariés protégés sont des salariés ne pouvant être licenciés sans autorisation délivrée par l'inspection du travail. Aujourd'hui, on constate que les travailleurs protégés du Radisson Blu sont licenciés abusivement. Vous, en tant qu'expert, comment l'entreprise est arrivée là sans pourtant respecter les procédures? Quelle est votre lecture? Vous savez, quand vous arrivez dans un village et que vous vous permettez de vous comporter d'une certaine façon, c'est qu'on vous a autorisé à vous comporter de cette façon. Alors, quand on a des employeurs comme ça qui arrivent, ils reviennent de l'Europe, en Europe ça ne se passe pas comme ça, et c'est parce qu'il y a des gens ici qui leur font le lit. Et on a des inspecteurs du travail qui, contrairement à leur mission régalienne, celle de faire de la conciliation, elles font du conseil pour l'employeur, elles font du conseil juridique pour l'employeur, et puis donnent des astuces aux employeurs pour licencier les travailleurs en violation des dispositions flagrantes de la loi. Et c'est là où nous on interpelle le ministère de tutelle. Parce que quand un inspecteur du travail fait la procédure inverse, dans le cas de licenciement économique par exemple, l'inspecteur du travail reçoit la demande des partenaires sociaux conjointement, après avoir analysé tous les éléments qui concluent que nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers un licenciement économique pour protéger l'entreprise, pour lui permettre de se relancer. L'inspecteur du travail est saisi en dernier ressort. Ça dit qu'il y a déjà une entente entre les partenaires sociaux qui conclut qu'effectivement, si on continue sur cette voie, on va se casser la figure. Donc on saisit l'inspecteur du travail pour lui demander l'autorisation de pratiquer un licenciement économique. Or, ce qui se passe sur le terrain, l'employeur et l'inspecteur du travail ont déjà tout conclu. Et ils mettent devant le fait accompli les employeurs qui sont un peu désemparés parce que certains employeurs se permettent même de manquer de respect aux inspecteurs du travail. Moi, j'ai posté dans l'un de mes profils une convocation d'un inspecteur du travail qui a été déchirée, je crois que vous avez vu. Et donc, dans le cas, par exemple, de Radisson, mais cet employeur, mais il se fiche éperdument de ce que l'inspection du travail pense. Il a licencié, j'estime que s'il licencie, il sait que derrière, il y a une indemnisation d'un préjudice. Bon, il est prêt à payer le préjudice, mais comme disait le syndicaliste tout à l'heure,
un DRH, c'est aussi quelqu'un qui sait gérer un budget, le budget qu'on a à sa disposition pour les ressources humaines. Donc, en termes de conflit, si on ne maîtrise pas son budget de conflit, je crois qu'on a un problème. Parce que c'est facile pour un employeur. Vous voulez vous débarrasser d'un salarié, vous le virez arbitrairement parce que vous savez que vous pouvez payer ses droits. Donc, vous le licenciez pour semer la terreur sur le reste du groupe qui ont donné un mandat social à ces syndicalistes-là. Donc voilà un peu, je pense que c'est la stratégie que l'employeur a utilisée. Maintenant que l'administration de tutelle pèse de tout son poids pour arrêter ce genre de comportement. Mesdames et messieurs, il sera judicieux pour nous de rappeler qu'avant d'organiser ce plateau spécial, nous nous sommes rapprochés de la direction générale du Radisson Blu pour avoir une certaine information ou d'autres informations par rapport au litige qui est allais-je dire, qui est évoqué ici sur ce plateau. Malheureusement, le directeur général de cette entreprise a fait preuve d'impolitesse à notre égard. Nous sommes sortis de là comme des malpropres. Tout ceci pour soutenir les propos qui sont tenus ici par nos invités, que ce dernier s'en fout ou n'accorde aucun respect pour soit les inspecteurs du travail ou même des travailleurs. Alors, M. Jocelyn Lingoma, quels sont les moyens de recours lorsqu'un travailleur protégé est licencié abusivement par son employeur? Bien. C'est une stratégie que les employeurs utilisent en se disant qu'ils sont là, ils sont forts, ils ont les moyens, ils vont licencier, sachant qu'ils sont capables de payer un préjudice. Ils vont payer le préjudice et puis faire tourner en bourrique le salarié en faisant des renvois. C'est pour ça que moi, souvent je conseille aux salariés de trouver le compromis au niveau de l'inspection du travail pour arriver dans cette situation au tribunal du travail où les conflits sociaux sont en général les plus longs conflits en matière de droit. Donc ici, nous sollicitons le concours, en fait l'intervention de la puissance publique qui est garant de la protection de tous les compatriotes de façon générale et des travailleurs en particulier, pour que les employés de cet acabit un peu cessent, en complicité avec justement des fonctionnaires de l'administration du travail, de pratiquer ce genre de choses qui n'honorent pas la profession et encore moins le pays. Parce que quand les gens peuvent se permettre de venir en territoire gabonais, ils travaillent avec des permis dont on ne connaît pas la crédibilité, parce qu'en réalité, il y a des dispositions de la loi qui prévoient que quand vous êtes étranger et que vous venez travailler au Gabon, il faut justifier de l'absence du profil que vous avez sur le territoire national. Et quand il est prouvé qu'on n'a pas le profil pour exercer la fonction, celui qui va exercer la fonction dans le cadre d'une expatriation a l'obligation d'encadrer un Gabonais pour faire son boulot au terme de la période de son contrat qui est renouvelable une fois. Voilà. Donc moi j'interpelle les autorités de la place pour intensifier les contrôles. Parce que et ce n'est pas que le Radisson. Moi je suis dans ma fonction d'expert en assistance à la relation de travail, je suis confronté à énormément de problèmes qui sont liés aux entreprises dans le cadre de la crise. Donc, beaucoup d'employeurs se cachent derrière la crise. Je prends par exemple le cas de l'arrêté 052. L'arrêté 052 fixe les taux, plafond et plancher de l'indemnité de chômage qu'on doit attribuer aux salariés pendant la période de mise en chômage technique. Aujourd'hui, les employeurs, de façon unilatérale, choisissent la borne la plus basse pour fixer la prime de chômage, alors que si on a dit que c'était entre 50 et 70%, ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre pour négocier avec les partenaires sociaux le niveau de la prime qui est adéquat par rapport à la situation que l'entreprise est en train de traverser. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Certains employeurs malveillants systématiquement choisissent parce que l'arrêté est muet à ce sujet. L'arrêté ne dit pas qu'il faut négocier, mais quand on donne deux bornes, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'évoluer entre les deux bornes. Donc, il y a une possibilité de négocier. Et si on est sérieux comme employeur, comme partenaire social, on appelle les partenaires sociaux pour ensemble analyser les éléments financiers de l'entreprise et puis évaluer l'équilibre financier de l'entreprise pour en fait évaluer le niveau de sacrifice que chacun doit faire. Ça, c'est ce qu'on appelle une transparence dans le cadre du dialogue social. Malheureusement, beaucoup d'employeurs, ils s'en foutent éperdument de passer par ces procédures, avec le concours d'un certain nombre de fonctionnaires, comme je disais tantôt, ce qui est quand même malheureux. Et donc, j'attire l'attention
du ministre du Travail, qui ne doit pas être au courant sûrement de ces manigances, parce qu'il y a des collaborateurs du ministère qui sont des complices des employeurs, hein, pour précariser les emplois et aggraver la fracture sociale que nous connaissons actuellement dans le territoire. Je reviendrai vers vous, M. Jocelyn Ngoma, le temps pour moi de donner la parole à M. Yembouli Badi Hervé. Vous êtes du SAO-TCG. Quel est votre regard, votre lecture par rapport à cette situation que nous sommes en train d'aborder? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'avoue que je reste très abattu au regard du problème de l'heure qui se passe actuellement au niveau du Radisson. Je suis le secrétaire général chargé de la communication et de l'organisation du travail dans le SAO-TCG, le syndicat autonome des ouvriers du transport et des activités connexes du Gabon. Je suis syndicat ami. Alors, prenant part à ce plateau, c'est juste pour dire que ce qui se passe, ce n'est pas du tout normal. C'est une façon de tuer le syndicalisme dans le Radisson. Ça veut dire qu'on ne peut plus exercer, nos frères, nos sœurs gabonaises qui sont dans l'entreprise ne peuvent plus faire du syndicalisme dans l'entreprise. Parce que quoi, lorsque nous aurons levé la tête, à la fête, on te tape le marteau dessus. Donc du coup, j'avoue que le séjour de l'homme est difficile à expliquer avec le taux élevé de licenciements abusifs au niveau de la boîte. Donc le DRH en est responsable. Et je rappelle au ministre du Travail, qui est l'instance suprême ici, d'avoir un œil regardant au regard de ce qui se passe actuellement au sein de l'hôtel Radisson Blu, de l'impertinence du personnel venant de l'étranger, de l'Europe et nos propres frères gabonais qui se comportent comme ils veulent en entreprise. Merci, je reviendrai vers vous pour prendre votre mot de la fin. Le temps pour moi encore de donner une fois de plus la parole à M. Jocelyn Ngoma, qui est le secrétaire général adjoint 1 de la Confédération syndicale gabonaise, par ailleurs expert en assistance en relation de travail. M. Jocelyn Ngoma, vous optez pour une réintégration de ceux-là qui ont été licenciés abusivement par leur employeur? C'est possible? Écoutez, vu la tournure que les choses ont prise, le directeur des ressources humaines, comme ils l'ont expliqué, a induit encore une fois le second directeur général qui remplace le précédent, qui avait déjà ouvert en fait la porte du dialogue, parce que le précédent directeur général, moi je l'ai rencontré. Il m'a d'ailleurs, après nos échanges, il m'a sollicité pour faire de la sensibilisation au sein de l'entreprise. Donc vous voyez bien que celui qui est parti là, il était ouvert au dialogue. Malheureusement, il était mal influencé. Et quand il est parti, je pense que la situation s'est remise, est revenue à l'origine. Et donc, en ce qui me concerne, moi, je ne conseille pas dans cette situation. Je ne pense pas que ce serait intéressant pour ces jeunes de repartir dans de telles conditions. Parce que, tel que c'est parti, l'employeur va trouver des motifs. Ils vont travailler avec une épée de Damoclès comment on appelle ça, sur la tête. Et je pense qu'au niveau du rendement, ce ne sera pas intéressant pour eux. Ça, c'est un point de vue et eux-mêmes, ils en jugeront. Moi, je ne fais que conseiller. Et en ce qui concerne la vie syndicale dans l'entreprise, aujourd'hui, quand un employeur se targue auprès des autres d'avoir licencié des caïds, ça veut dire que vous vantez devant les autres employés que si vous jouez, moi, on a viré vos leaders là, vous êtes du menu fretin. Voilà l'état d'esprit aujourd'hui à Radisson. Et donc, j'implore, comment on appelle ça, l'intervention du ministère de tutelle pour éviter que des drames n'interviennent. Parce que je vous souviendrai que, par ma petite expérience, on assistait à des drames quand quelqu'un a perdu sa dignité, quand quelqu'un a tout perdu, y compris sa dignité, il est capable du pire. Donc, pendant que nous ne sommes pas encore dans ces cas de figure, que le ministère de tutelle se serve plutôt de son pouvoir, pour pouvoir diligenter des contrôles de façon même inopinée. D'ailleurs, c'est le rôle des inspecteurs du travail, pour pouvoir opérer des contrôles inopinés, pour voir un peu l'état d'esprit dans lequel aujourd'hui les salariés exercent au sein de leurs entreprises. Oui, M. Jocelyn Ngoma, vous êtes resté un peu muet sur la situation d'un groupe
des membres de la Confédération syndicale gabonaise qui s'était immixé lors des élections des délégués du personnel au Radisson Blu. Quelle est votre lecture? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que c'est ce groupe de personnes qui a fait en sorte que les syndicalistes, les travailleurs du Radisson Blu puissent monter au créneau pour dénoncer la présence des membres de la COSIGA. Bien. Le secrétaire général du Sénat l'a très bien rappelé. L'alinéa 2 de l'article 6 de l'arrêté 0147 est très clair. Il dit qu'en l'absence des syndicats, ce sont les travailleurs qui se présentent eux-mêmes. Alors, la fourberie de la direction générale du Radisson, c'était de créer un bicéphalisme dans le seul syndicat d'entreprise, parce qu'un seul syndicat, c'est fort. Donc, l'employeur s'est servi du bicéphalisme de la COSIGA pour l'introduire au niveau de l'hôtel. Ayant introduit ce bicéphalisme au niveau de l'hôtel, il va demander aux travailleurs que, étant dans un bicéphalisme, le dialogue social étant en cours, vous ne pouvez pas présenter des listes en qualité de syndicat, ce qui a été accepté pour des questions de paix sociale. Donc les travailleurs ont accepté de se présenter eux-mêmes et, contre toute surprise, la COSIGA, la COSIGA qui a renié ce syndicat, qui avait par ailleurs déjà introduit une requête auprès de la COSIGA, qui avait été déchargée, qui avait été accusée par le secrétaire de la COSIGA, pour dire que, au regard de toutes vos désordres que vous faites, nous, on met un débat dans nos relations pour être autonome. On est un syndicat d'abord autonome. De la même façon que nous avons adhéré, nous mettons en veilleuse, pour éviter que votre désordre ne s'implique dans l'entreprise. La direction générale de Radisson ayant constaté que les petits sont futés, ils sont sortis de ce carcan du désordre dont la direction générale de Radisson se servait pour tourner en bourrique le syndicat. Les jeunes se sont désolidarisés pour être redevenus autonomes. Ils ont le droit d'être autonomes parce qu'on adhère volontairement dans une confédération. Alors, ayant retrouvé leur liberté de temps, mais la direction générale du Radisson s'est permise d'aller solliciter l'une des branches belligérantes du conflit de la COSIGA pour créer un bicéphalisme. Ayant créé un bicéphalisme dans l'hôtel, elle se joue de l'aile qu'elle a utilisée pour créer le bicéphalisme pour appeler Philippe Djoula, présenter une liste. Vous voyez le machiavélisme. En fait, c'est de l'émission à part entière. Donc, l'employeur savait très bien, elle a dit devant les travailleurs que c'est elle qui a appelé Philippe Djoula pour présenter une liste, sachant très bien que quand les travailleurs ont déjà présenté les listes, vous voyez, c'est une incohérence. La loi est claire. En l'absence des listes de syndicats, les travailleurs se présentent eux-mêmes. Mais comment un directeur de l'entreprise peut autoriser la liste d'un syndicat qui n'a même pas d'organisation de base dans l'entreprise? Donc vous voyez un peu, au regard de tout ça, vous voyez que l'entreprise avait une volonté manifeste de nuire à ces jeunes. La preuve, c'est que pour eux, l'intention était de les licencier. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas observé la période de la mise à pied conservatoire qui donne l'opportunité aux mises en cause de faire appel. De faire appel et de permettre aux inspecteurs du travail, avant d'autoriser ce licenciement, d'analyser la situation et d'en dégager les responsabilités et enfin de trancher. Voilà, donc elle n'a pas respecté tout ça. Vous voyez que cette entreprise est dans une volonté de nuisance et de mauvais traitement et de précarisation des salariés. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien sur les antennes de la télé-radio Renaissance. Mais bien avant de nous quitter, monsieur Jocelyn Luboma, votre mot de la fin. Merci. Le mot de fin, c'est déjà de vous remercier, de nous donner toujours l'opportunité de faire école, de faire la pédagogie. Merci encore pour cette franche collaboration. Mon mot de fin, c'est à l'endroit, premièrement, des autorités de la place. C'est vrai que la crise perturbe un peu tout le monde, mais que les autorités de tutelle aient un regard sur ce qui se passe dans les entreprises. Il y a plein d'entreprises qui licencient en silence. Elles licencient en silence, comme le cas de ces jeunes, il y en a plusieurs comme ça. J'ai vécu, il y a un autre cas comme ça qui est sur la place, CGE, qui licencie également pour réembaucher des gens à bas coût. Donc moi, mon mot, c'est à l'endroit des pouvoirs publics et à l'endroit des travailleurs, c'est de prendre de plus en plus en main leur destin en soutenant leurs leaders syndicaux pour pouvoir inverser le rapport de force avec l'employeur. Parce qu'un leader syndical tout seul ne pèse pas. Il est courageux, c'est vrai. Les cimetières sont pleins de courageux. Mais la base qui donne le mandat social à un leader syndical pour parler en son nom ne peut pas
rester muets quand leurs leaders sont malmenés de cette façon. Sinon, ils vont se retrouver livrés en pâture à des employeurs véreux qui n'attendent que ces situations-là. Couper la tête du serpent, du serpent pour que toute la bande aille en débandade. Et c'est le cas qui risque de se produire si les travailleurs ne se ressaisissent pas. Et c'est valable en fait pour l'ensemble des employés, l'ensemble des travailleurs. Hein, ils ont intérêt à se reprendre en main. C'est la base qui investit un bureau, c'est la base qui démet ce bureau. Et pour justement être dans cette posture, il faut participer aux activités syndicales, adhérer, payer ces cotisations. C'est ça qui donne la voie délibérative et qui donne la force. Et donc quand vous avez des syndicalistes qui ne veulent pas bouger de leur poste parce qu'ils n'ont personne pour les chasser, il faut pratiquer les activités syndicales pour chasser les leaders véreux qui complotent avec les inspecteurs et les employeurs pour mettre les travailleurs dehors. Voilà mon mot de fin. Merci, M. Jocelyn Lingoma. Alors, M. Hervé Yembouli Badi, votre mot de fin. J'interpelle le ministre du Travail en tant que la sommité dans le monde du travail d'avoir un droit de regard dans nos entreprises. J'interpelle le ministère du Travail pour essayer de fournir des gros efforts pour avoir le droit de regard dans les entreprises gabonaises suite au comportement de ces Européens qui viennent travailler au Gabon et certains de nos frères gabonais qui sont chefs des services et des départements et ici qui profitent encore de la situation de coronavirus pour mettre les Gabonais en chômage. En outre, le taux de chômage de licenciement qui s'est élevé au Radisson, parlant du cas du Radisson qui nous amène sur ce plateau, j'interpelle aux collaborateurs qui sont à la place, sur place et au DRH actuel de diminuer le taux de licenciement. Pendant son séjour, le taux de licenciement a augmenté au Radisson, si bien que je ne suis pas là, mais c'est des Gabonais comme moi qui sont là, c'est des syndiqués qui sont en entreprise. Je vous remercie. Merci également. Mesdames et messieurs, point final à cet entretien qui était consacré aux travailleurs du Radisson Blu qui sont victimes des abus de pouvoir et des licenciements abusifs de la part de leurs employeurs. Je recevais en première partie M. Ngungu Arnaud Gaël, secrétaire chargé de la communication du syndicat national des agents de l'hôtel Palace. Il était accompagné de M. Mathieu Mabedi, secrétaire général de ce même syndicat. Et en deuxième partie, je recevais M. Yembouli Badi Hervé. Lui, il est membre du SAO TCG. Et à ses côtés, il y avait également M. Jocelyn Lingoma, secrétaire général adjoint 1 de la Confédération syndicale gabonaise, par ailleurs expert en assistance en relation de travail. Mesdames et messieurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement avec un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.